Et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Musée, caserne, église, tombeau, les Invalides sont un véritable village qui regorge de secrets. Suivez Béatrice, notre guide. Cheruti, c'est la maison emblématique aux accents hollywoodiens. Et c'est Jason Basmajian qui assure la relève de la direction artistique. Il va vous falloir une bonne paire de lunettes aujourd'hui car on vous emmène dans les tout petits pas d'un Paris miniature. Le marbre ne se trouve pas que dans les carrières. La technique de marbrure de papier est un art hypnotique. Regardez bien ses focus. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de vue. Le bonheur passe par l'assiette et ça commence dès le plus jeune âge. Bio, français et de saison, les fruits et légumes que l'on retrouve dans les pots de Little Gustave montrent patte blanche. Avec le système de box livré à la maison, ça nous laisse 2 fois plus de temps pour s'occuper de soi et jouer avec le petit dernier, miam. En 1954, Gabrielle Chanel offre une nouvelle pièce au vestiaire féminin qui, par la suite, deviendra iconique, le tailleur. Veste en tweed passe-poil apparent et jupe crayon, il est reconnaissable parmi tous. D'ailleurs, saviez-vous que Jackie Kennedy portait un tailleur rose Chanel le jour de l'assassinat de l'ancien président américain? Bon, pour la pub, on repassera. Les amoureux de grands espaces, d'outdoor et de randonnée ont aussi leur lecture. Les Others est un biannuel ponctué de récits de voyage et de beaux clichés qui donnent envie d'enfiler les chaussures de marche et d'arpenter les sentiers boisés. Entre carnets de route et magazines photos, vous pouvez même apprendre à construire un igloo. Pensez quand les vacances? Si le DIY et la physique-chimie, ce n'est pas votre fort, mais que vous avez quand même l'âme écolo, sachez que Sarah a eu le même souci que vous. C'est comme ça qu'elle a eu la belle idée de créer l'Alchimiste, une marque de lessive bio au savon de Marseille qui fait du bien à la planète et au linge sale. Bouteille en verre et recharge, au revoir plastique et parfum de synthèse. Aux abords du Grand Palais brille un lanterne doré. C'est celui qui surplombe la coupole des Invalides. Brillante découverte en perspective. Avec son dôme doré qui se voit de loin, l'hôtel des Invalides ne peut échapper à la vue de personne. Mais avant de percer les mystères de la coupole et de s'enivrer de l'odeur de la charpente, une petite piqûre de rappel sur l'origine des lieux est nécessaire. Le monument doit son nom à Louis XIV qui a ordonné sa construction en 1670 pour abriter les soldats invalides de ses armées. C'était à la fois une caserne, un hôpital et un monastère. Cette église a vécu en fait de nombreuses transformations au cours des siècles. À la Révolution française, elle a été désacralisée. En 1804, quand Napoléon arrive au pouvoir, il rend l'église des soldats au culte et fait de celle-ci un mémorial aux gloires militaires. Avant d'être modifiée quelques années plus tard pour accueillir les cendres de Napoléon. Et vous allez voir, son tombeau est tout ce qu'il y a de plus grandiloquent, tout à fait à l'image de l'empereur un peu mégalo. À l'intérieur, vous avez 5 cercueils imbriqués les uns dans les autres, comme les sarcophages, c'est-à-dire c'est un petit souvenir des pyramides. Donc il y en a 2 en fer, un en plomb, un en ébène et l'autre en acajou, donc des matières précieuses. Aujourd'hui, les Invalides sont une église, un hôpital, un musée et un lieu de cérémonie nationale. Suivons maintenant Béatrice à travers un parcours un peu insolite pour découvrir la face cachée des Invalides que même Napoléon Ier ne connaît pas. Alors là, nous allons passer dans un endroit complètement interdit au public. Cette petite porte nous donne accès à un escalier qui va nous faire monter sur la terrasse. Le souffle court et les cuisses qui brûlent, on a hâte d'arriver en haut et de découvrir ce que Béatrice nous réserve. Encore quelques marches et nous voici arrivés sur le toit des Invalides. Et tout en admirant la vue sous le brouillard, Béatrice continue à nous plonger quelques décennies en arrière. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Anglais, des aviateurs anglais, dont l'avion a été abattu par les anti-aériens allemands, qui ont été cachés ici. C'était une personne des Invalides qui les cachait. Et si vous doutiez de la petite histoire de Béatrice, en voici la preuve écrite, un petit graffiti laissé par l'un des rescapés.
Avant de continuer notre ascension, Béatrice nous a aussi dévoilé que le toit des Invalides était une véritable mine d'or. Mais chut, c'est un secret. Le dôme a été restauré en 1989 et aujourd'hui, malheureusement, donc avec les intempéries, la pluie, le vent, eh bien, il arrive souvent qu'on retrouve des petits morceaux comme ça par terre. Direction maintenant la coupole par laquelle on entre par la fenêtre. Ce qui ne se voit pas du bas, c'est qu'en fait, il existe cette galerie entre les peintures qui représentent les 12 apôtres et la peinture de la coupole. Une coupole éclairée en partie par une lumière presque surnaturelle grâce à ces fenêtres que l'on voit de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Si vous pensiez que nous avions atteint le sommet des Invalides, détrompez-vous, la partie la plus périlleuse reste encore à venir. Mais avant d'atteindre le Lanternon, petit détour par la charpente du dôme. Alors elle a de particulier qu'elle est en châtaignier, donc d'époque, le châtaignier étant un bois imputrescible et qui résiste également aux insectes xylophages. D'ailleurs, quand on est à l'intérieur et on sent cette odeur fraîche, on a l'impression que c'est du bois qui a été récemment coupé. Après s'être enivré de cette odeur de bois frais, hissons-nous maintenant jusqu'au Lanternon, le point culminant du monument. Hop! Une fois encore, une vue à couper le souffle s'offre à nous, tout en haut d'un monument qui a vu Paris évoluer au fil des siècles. Et si les murs ont des oreilles, on aimerait surtout qu'ils puissent parler pour nous raconter tout ce qu'ils ont vu. Découpe masculine et des couleurs naturelles, Jason Basmagin a repris avec talent les codes du célèbre Nino Cerruti. En 1967, le créateur Nino Cerruti installe sa maison aux 3 places de la Madeleine. Très vite, son mélange d'élégance italienne et française séduit le monde entier et se retrouve même sur grand écran. Difficile d'oublier Richard Gere dans Pretty Woman ou encore Michael Douglas dans Basic Instinct. Aujourd'hui, c'est Jason Basmagin qui a les clés de la maison Cerruti. Américain d'origine, c'est avec un charmant accent qu'il nous fait visiter les lieux. Le styliste a prêté ses idées à Armani, Calvin Klein ou encore Gibbs & Hawkes. Son truc à lui, dépoussiérer les belles endormies. J'aime beaucoup, évidemment, de travailler dans les anciennes marques qui ont besoin d'un reboot, refresh. C'est une évolution, pas toujours une révolution, pour respecter le code de la maison à la base, parce que quand vous avez déjà une base qui donne une valeur importante, ce n'est pas nécessaire de complètement réinventer. Même, c'est plus challenging parce que de trouver l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, c'est au plus facile de commencer à zéro, ou réinventer quelque chose, ou garder quelque chose de très classique. Depuis 3 ans, il joue les équilibristes sur le fil de la tradition et de l'innovation. Le dernier défilé est un savant mélange entre la maison Cerruti et la vision Basmagin. C'était une collection qui était, pour moi, l'histoire de l'homme moderne dans la ville, c'est-à-dire les beaux pièces revisitées que tout le monde adorait, mais présentées dans une nouvelle proportion, présentées avec un nouveau esprit, une nouvelle énergie, et réinventer ou réinterpréter les idées de sportswear et qu'on intégrait le sportswear dans les vêtements, avec les vêtements qui à côté classique. Jason s'est toujours occupé du vestiaire masculin, mais pour la dernière saison, il a créé une collection capsule dédiée aux femmes qui finalement ne dénote pas trop de celle des hommes. Je ne vois pas une délinéation ou break entre les deux. Pour moi, c'est le même client, c'est le même style de vie, c'est le même goût, c'est la même élégance, la même appréciation de matière, de coupe, de qualité. Et en fait, il y a le manteau que vous avez vu tout à l'heure, c'était aussi fait pour femmes. Je ne vois pas deux clients différents. Et même aujourd'hui, pour moi, c'est très moderne. Après le fitting, il reste quelques points à voir avec Alessandra. Après avoir collaboré avec plusieurs maisons, elle a trouvé en Jason une autre manière de travailler. C'est pas évident de trouver cette alliance de talent, de vision, d'énergie, de dynamisme, beaucoup d'énergie, et avec autant de complicité, d'entente, de transparence et surtout un fonctionnement et une façon de manager
que j'insiste rare, d'avoir un esprit d'équipe formidable. On se sent tous partis de ce projet et voilà, il nous donne de l'enthousiasme tous les jours. Et c'est la vérité, beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup d'énergie. Cette énergie, Jason la puise dans le cinéma, l'art, l'architecture et il a plutôt bien fait de poser ses valises à Paris. Paris, vraiment, ça m'inspire. Il y a vraiment une fierté de la tradition, même à côté de l'innovation, la créativité. Paris, ça change toujours. Avec les lumières aussi, la lumière est très, très, très unique à Paris parce que ça change toutes les journées. Et il y a des jardins, le bâtiment, les histoires, la culture. Vraiment, c'est une ville qui vit. Après une petite pause parisienne, il est temps pour Jason de penser à sa future collection. J'ai toujours commencé la collection avec une idée de couleur et après les idées de mood. Et on crée le mood board avec les couleurs, les images qui inspirent, qui donnent l'indication. Après, je fais le briefing de le team et on commence à travailler ensemble sur le vêtement vintage ou sur le vêtement qu'on trouvait ou les idées que le team a proposées à moi ou que moi qui proposais à la team. Et on travaille vraiment de créer la direction générale pour cette saison. Il est encore un peu tôt pour vous en dévoiler plus et vous en avez déjà bien assez vu comme ça. Bonjour Jason. Bonjour, bienvenue à Cerruti. Merci. Jason, est-ce que l'appel de Cerruti était une surprise pour vous? Non, pour moi, je suis ravi quand je suis contacté pour prendre le poste chez Cerruti parce que c'est une maison avec une DNA, avec une histoire, un patrimoine qui suit bien mon goût et même l'expérience. Alors justement, cette maison de Cerruti a une grande histoire. Elle a presque 52 ans aujourd'hui et elle a vraiment été extrêmement mythique dans les années 80-90, notamment pour habiller tous les acteurs dans le cinéma. Est-ce qu'en arrivant, vous êtes plongé dans les archives? Oui, en fait, nous avons la chance d'avoir une très riche archive, un archive très riche par rapport aux vêtements et même le matériel. C'est vrai, c'est cette belle histoire de cinéma, mais en même temps, il y a la télévision parce que M. Cerruti a créé le look Miami Vice pour le show. C'est le premier designer pour moi qui met, par exemple, le T-shirt avec un costume, ouais. Qui tout le monde pense aujourd'hui, c'est normal, on habillé comme ça toute la journée. Mais pour mettre une basket avec un costume, un T-shirt, même d'utiliser le tissu technique dans le part tailleur. C'est aussi M. Cerruti qui a inventé ça. On garde bien le style de la maison aussi parce que vous avez gardé en très grande partie les filatures, les usines de tissus de Cerruti en Italie. Donc tous les tissus proviennent pratiquement d'Italie et en grande partie encore de l'usine d'origine. Absolument. On utilisait presque tous les tissus italiens, un peu d'anglais, un peu japonais, mais c'est presque tous d'Italie. Et on travaille énormément avec l'Anaficio Cerruti, ça reste toujours dans la main de M. Cerruti et le propriétaire. Et moi, je travaille direct avec M. Cerruti, on exclusive, les idées, on fait les échanges. Et pour ça, il y a toujours un petit partenaire qui reste avec nous dans la maison. Et lui est vraiment généreux de transmettre. De transmettre, oui. De transmettre les idées, même les évaluations. C'est normal aussi, il appelle un défilé, lui appelle moi de dire félicitations, ou il aime quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a dit dernièrement pour le dernier défilé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était très supportif de le travail de moi et l'équipe. Mais toujours quelque chose d'ajouté, constructif et positif. Il va très en détail, il vraiment regardait bien les photos. Et même, ça inspire lui pour penser des autres idées pour les tissus, pour la prochaine collection. Vos inspirations, Jason, viennent beaucoup d'une esthétique plutôt que de personnages. Oui. Quelle est cette esthétique? Moi, je prends beaucoup d'inspiration, honnêtement, de art contemporain, de cinéma. J'ai pas toujours les icônes Hitchcock que j'aime beaucoup pour pas exactement pour copier le style, mais pour le mood. Il y a une élégance, il y a un mystère, il y a une tension, il y a
une chose dynamique dans le film d'Hitchcock, c'est très visuel. J'ai pas travaillé avec les icônes, personnages iconiques dans la tête. Il y a quelques genres de Cerruti dans le style, évidemment, mais pour moi, c'est plutôt un feeling, un mood. Et même Nino. Quand j'ai pris le poste, Nino a donné son avis et j'ai dit, mais comment tu toujours commencé de travailler? Et il dit, Jason, en première personne, j'ai toujours commencé de faire le vêtement pour moi. Jason, on parle beaucoup de la femme parisienne, de son élégance, de son style. Qu'est-ce qui en est de l'homme parisien? L'homme parisien, pour moi, il a une élégance. C'était toujours quelqu'un élégant. C'est quelqu'un qui mélange en balance entre quelque chose de formal et informal. Comme la culture française, il y a toujours une politesse, une élégance, une formalité, une structure qui se voit à Paris. Mais à la même temps, c'est une insouciance, et une liberté. Merci beaucoup, Jason. Je vous en prie, merci beaucoup. À Paris, on prend le temps d'avancer à pas de souris pour découvrir les petites adresses qui font ouvrir grand les yeux. C'est Paris miniature. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, observé les rues de la capitale à la loupe. Faites des petits pas, on vous fait faire un voyage miniature. Premier arrêt, le Pullman dans le 9e arrondissement de Paris. C'est le plus ancien magasin de trains miniatures de France. Il date de 1946. Et dans cette gare aux 1000 petits trains, il y a différents types de voyageurs. Nous avons des clients qui n'ouvrent jamais les boîtes de ce qu'ils achètent, des personnes qui les mettent dans des vitrines pour les regarder et donc les posséder, des gens qui jouent tout simplement parce qu'ils aiment voir des trains tourner, puisqu'aujourd'hui ils font de la fumée, ils parlent, il y a les annonces dans toutes les langues. Ah, nous aussi on préfère jouer. Ici, il n'y a pas d'âge pour être un ferrovipate. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les passionnés de petits trains. On commence avec les bébés de 3 ans, on a eu des clients de 100 ans. Et la majorité, ce sont des clients de 30 à 40 ans qui principalement soit sont des mordus depuis l'enfance ou se mettent au train électrique avec leurs enfants. En voilà une bonne excuse pour jouer au petit train. C'est par contre une passion qui coûte souvent bien plus cher qu'un billet de TGV. Comptez 1 000 € par exemple pour cette locomotive en plaqué or. Au fond du magasin, c'est le garage des véhicules en panne. On a un atelier avec 2 techniciens qui font des réparations, des adaptations, c'est-à-dire que des locomotives de votre grand-père, on peut leur mettre toute la nouvelle technologie à l'intérieur et les faire parler, fumer, etc. Alors c'est le moment de fouiller les greniers. Mais d'abord, un peu d'histoire. Direction le musée des plans reliefs de Paris. On commence en 1668 avec Louis XIV. À cette époque, le roi avait conquis de nombreuses îles fortifiées dans le nord de la France. Son ministre de la guerre, qui s'appelait Louvois, a eu l'idée de créer pour le roi ces maquettes pour présenter au roi, sans qu'il ait besoin de se déplacer, l'état des villes fortifiées qui assuraient la défense des frontières du territoire. Bon, juste pour information, on n'a pas oublié d'allumer la lumière. Comme les façades des petites maisons et la végétalisation sont faites en papier et en soie, il vaut mieux donc que les pièces soient sombres pour la conservation. Avec le temps, les maquettes sont devenues de plus en plus grandes. Ces maquettes représentent les villes fortifiées, mais avec la campagne environnante, mais dans les limites des portées de tir d'artillerie. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les portées de tir d'artillerie augmentent et donc la dimension des maquettes augmente. Donc, une des maquettes du 19e siècle qui est exposée, qui est Bayonne, elle fait 50 mètres carrés. Dis donc, pas facile pour les transporter jusqu'au roi. Elles ne sont pas faites d'une seule pièce. Il faut imaginer que c'est comme un puzzle géant composé de différents morceaux qu'on appelle des tables. Et donc, on peut avoir des maquettes en une table, 4 tables, et les plus grandes font dans les 50 tables, qui sont démontables. Donc. Ah, on est rassuré. On peut maintenant aller à notre atelier de maquettes. Ici, pas de flânerie, on est là pour travailler. Avec Hugo, expert de la maquette, les petits constructeurs ont 2 heures pour faire un avion. Et attention, ici on ne rigole pas, silence, ça bricole. On va aussi trouver justement une grande partie de débrouillardise, de créativité entre
le modèle réduit qu'on souhaite construire et la planche de maquette du départ, il y a toujours une belle différence. Et justement, parfois, il faut s'accorder et on ne va pas toujours avoir envie de faire le modèle précis. Des méninges qui travaillent, un peu de colle, des ailes fixées, un pilote bien installé, l'avion est presque prêt à décoller. Le travail n'est pas tout à fait terminé, il faut bien donner un petit coup de peinture. Et oui, même en miniature, chaque détail a son importance. Après ce voyage version miniature, vous ne pourrez plus nous dire que c'est la taille qui compte. Des gouttes colorées à la surface de l'eau que Baris fait danser du bout de son bâton, c'est la recette fascinante du papier marbré. Du papier coloré et nervuré à l'apparence du marbre, ça vous dit quelque chose? Il est notamment utilisé en reliure d'art et répertorié au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'hébru est un art traditionnel turc et son nom signifie « nuage », car ici on ne dépose pas les pigments directement sur la feuille, mais on les projette dans un nuage d'eau avant de les transférer sur la feuille. Un art ancestral qui a tout de suite plu à Baris, né à Istanbul. D'abord chef cuisinier, il est tombé amoureux de ce savoir-faire qui, en Turquie, ne se transmet que de maître à élève. Dans toutes les transmissions, pour moi, il faut la mérite. Ça se transmet avec un maître et on ne peut pas apprendre ça tout seul. Voilà. Et j'ai littéralement copié maître de mon maître et mon maître pendant des années, ce qu'ils ont fait. Et à un moment donné, on trouve en fait sa voix, bien sûr. Et si ce balai de projection de pigments vous paraît abstrait, préparez-vous à mettre la tête dans les nuages, car Baris nous explique cette technique ancestrale. On projette les couleurs sur l'eau. L'eau mélange de algues irlandais. Algues irlandais, c'est une sorte de gomme et ça épaissit l'eau, ça donne un petit peu de viscosité. Ça permet aussi les couleurs flotter. On dessine les couleurs. À la fin, quand on est satisfait du dessin, on pose le papier, tout est là. Ça paraît simple comme un jeu d'enfant, mais détrompez-vous, cela demande une grande dextérité, une bonne dose d'expérience et un brin de talent pour maîtriser cet art. Et pour varier les plaisirs, Baris projette ses pigments de près ou de loin pour varier la taille des gouttes, créer des motifs à l'aide d'une pointe ou avec de très grands peignes. C'est un petit peu comme la musique, je pense, avec peu de notes, on peut faire des symphonies, on peut faire tout, et c'est pareil avec le papier marbré, c'est avec toutes les couleurs qui existent en fait dans la nature, on peut faire des motifs à l'infini, et c'est toujours magique quand même, on touche à l'eau. Baris respecte la tradition et fabrique ses couleurs lui-même. Il récupère des pigments purs qu'il écrase religieusement et les mélange avec de l'eau et de l'huile jusqu'à obtenir la texture qui lui convient. Et il fabrique aussi ses pinceaux. Alors, les pinceaux sont des bois de rosier et crâne de cheval traditionnellement. Les anciens maîtres, ils utilisaient ça et vu qu'il y avait des cultures de rose en Turquie, et dans leur jardin, ils avaient ça sous la main, ils ont commencé à utiliser. Et une part, c'est souple, deuxième part, ça résiste à l'eau très très bien, ça ne périme pas. Certains de mes roses, enfin tiges de roses qui viennent de jardins de plantes, parfois voilà, quand je me balade. Et puis dans la nature, si je vois des rosiers quelque part, j'essaie de cueillir. Après, on les sèche. Une fois que c'est sec, on peut faire des pinceaux. Des pinceaux made in France by Baris. Et comme tout est organique, les éléments ont bien évidemment un rôle à jouer lors de la rencontre entre l'eau et les pigments. Puisque tout est organique, et avec l'humidité, ça change. Avec les chaleurs, ça change. Et aussi, fluidité de liquide, ça change du jour au lendemain. Et puis, et toute chose organique, ça périme aussi. Il faut savoir en fait quand il faut arrêter, quand commencer. Et beaucoup de préparation, ouais, surtout ça. C'est des réglages, préparation. Et après, c'est le moment de dégustation. Et il paraît que le meilleur moment de dégustation, c'est quand il fait 20 degrés avec 60% d'humidité, et ça, on ne pouvait pas l'inventer.
Baris continue à faire perdurer un savoir-faire traditionnel cher à ses origines turques à travers la reliure, ses œuvres encadrées et bientôt le tissu. La version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!